Loi 36. Mépriser les contrariétés. Principe. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêter attention à un ennemi le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule, on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de portée, traitez-le par le mépris. Moins vous vous montrerez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Violation de la loi. Le bandit mexicain Pancho Villa débuta à la tête d'une bande armée, puis, après la Révolution de 1910, devint une sorte de héros populaire. Il dévalisait les trains pour redistribuer le butin aux pauvres, multipliait les coups de main et séduisait les jeunes dames avec le récit de ses brigandages. Ses exploits ont passionné les Américains. Ils le voyaient mi-Robin des Bois, mi-Don Juan. Toutefois, après des années d'âpres combats, ce fut le général Carranza qui sortit victorieux de la Révolution. Vaincus, Villa et ses troupes rentrèrent chez eux dans le nord de l'État du Chihuahua. Son armée se débanda et il retourna au banditisme, ce qui fit baisser sa popularité. Finalement, peut-être par désespoir, il se mit à lutter contre les Américains, les gringos, qui l'accusaient de tous les maux, des siens en particulier. En mars 1916, Pancho Villa attaqua avec ses hommes la ville de Columbus, au Nouveau-Mexique, et y tua 17 soldats et civils américains. Le président Woodrow Wilson, comme beaucoup de ses concitoyens, avait admiré Pancho Villa. Mais pour l'heure, il se devait de punir le bandit. Les conseillers de Wilson l'adjurèrent d'envoyer immédiatement des troupes au Mexique pour le capturer. Ils estimaient qu'une puissance telle que les États-Unis ne pouvait tolérer une invasion armée sur son territoire sans donner publiquement une image de couardise. En outre, ajoutait-il, l'opinion publique américaine considérait Wilson comme un pacifiste, et c'était loin d'être une qualité. Il devait prouver son courage et sa virilité en faisant usage de la force. La pression à laquelle était soumis Wilson était considérable. Avec l'accord du gouvernement mexicain, il envoya avant la fin du mois une armée de 10 000 soldats capturer Pancho Villa. L'affaire reçut le nom d'expédition punitive. Elle était commandée par le fringant général John J. Pershing, vainqueur des Amérindiens dans le sud-ouest du pays et des guérilleros aux Philippines. Pershing était vu comme le mieux placé pour traquer et capturer le bandit. L'expédition punitive passionnait les médias, et une caravane de reporters américains suivit Pershing au cœur de l'action. La campagne, écrivait-il, serait un test de la puissance américaine. Les soldats étaient équipés d'un armement ultramoderne, ils communiquaient par radio et disposaient d'une reconnaissance aérienne. Au cours des premiers mois, les troupes se séparèrent en petites unités pour ratisser les étendues sauvages du nord du Mexique. Les Américains offraient une récompense de 50 000 $ à qui fournirait des informations conduisant à la capture de Villa. Mais le peuple mexicain, déçu par Villa lorsqu'il était retombé dans le banditisme, l'idolâtrait à présent, car il défiait la puissante armée américaine. Ils donnèrent à Pershing de faux indices. Villa avait été vu dans tel village, sur telle montagne. Les avions se dispersaient, les troupes étaient persuadées de le talonner, mais personne ne l'apercevait jamais. Le facétieux bandit semblait toujours avoir une longueur d'avance sur l'armée américaine. Dès l'été, l'expédition reçut des renforts, jusqu'à atteindre 123 000 hommes. Ceux-ci souffraient terriblement de l'étouffante chaleur, des moustiques et de l'hostilité du milieu. Errant sur un territoire qui ne leur était pas acquis, ils se mirent à dos les populations civiles et le gouvernement mexicain. Pancho Villa, blessé par balle lors d'une escarmouche avec l'armée mexicaine, se cacha dans une grotte pour récupérer. Des hauteurs, il observait Pershing qui battait la campagne à la tête de ses troupes épuisées, sans jamais atteindre son but. Jusqu'à l'hiver, Villa joua ainsi à cache-cache.
L'opinion américaine en vint à considérer l'expédition comme une bouffonnerie. Mais en réalité, elle commençait à admirer Villa, si plein de ressources qu'il était capable d'échapper à une force qui lui était supérieure. En janvier 1917, Wilson finit par ordonner le retour de Pershing. Lorsque les troupes firent demi-tour vers le territoire américain, les forces rebelles les poursuivirent, obligeant l'armée américaine à se servir de son aviation pour protéger ses arrières. L'expédition punitive, elle-même punie, avait tourné à la plus humiliante des routes. Interprétation. L'expédition punitive de Woodrow Wilson était censée être une démonstration de force. Il voulait donner une leçon à Pancho Villa et, dans le même temps, prouver à toute la planète que personne, petit ou grand, ne peut impunément braver les tout-puissants États-Unis d'Amérique. L'expédition serait bouclée en quelques semaines et Pancho Villa envoyé aux oubliettes. Mais il en fut tout autrement. Plus l'expédition se prolongeait, plus devenait visible tant l'incompétence américaine que l'intelligence de Villa. Villa est passé à la postérité, mais on a perdu le souvenir du coup de main qui déclencha l'expédition. Un pépin mineur a fini par ridiculiser le pays à l'échelle internationale. L'importance des moyens mis en œuvre par les Américains fous de rage, le déséquilibre entre le poursuivant et le poursuivi, qui garda sa liberté, transformèrent toute l'affaire en farce. Et finalement, l'énorme armée dut quitter le Mexique la queue basse, humiliée. Le résultat de l'expédition punitive était aux antipodes de son but initial. Non seulement Villa restait en liberté, mais il était plus populaire que jamais. Qu'aurait pu faire Wilson? Il aurait pu soit faire pression sur les membres du gouvernement mexicain pour qu'ils lui livrent le bandit, soit, puisque celui-ci avait exaspéré beaucoup de Mexicains avant même qu'il ne lance l'expédition punitive, travailler la mano en la mano avec eux et assurer le soutien populaire en faveur d'une expédition plus réduite. Il aurait aussi pu mettre en place un piège du côté américain de la frontière en prévision de la prochaine attaque. Il aurait enfin pu fermer provisoirement les yeux et attendre que les Mexicains eux-mêmes règlent leur compte avec Villa. Souvenez-vous, c'est vous qui choisissez de laisser un problème vous tourmenter. Vous pouvez tout aussi facilement choisir de ne pas prêter attention à d'irritantes attaques, les considérer comme sans importance et indignes de votre intérêt. Vous vous mettez ainsi en position de force. Si vous faites le mort, vous ne risquez pas de vous engager dans une lutte futile. Votre honneur n'est pas en jeu. La meilleure leçon à donner à un agaçant moucheron est de l'ignorer. Si cela vous est impossible, Pancho Villa avait tout de même tué des citoyens américains, débrouillez-vous pour régler secrètement le problème. Mais n'attirez jamais l'attention sur ce pénible insecte qui finira par renoncer ou mourir de lui-même. Si vous y perdez du temps et de l'énergie, c'est votre faute. Apprenez à jouer la carte du dédain et tournez le dos à ce qui ne peut vous porter atteinte sur le long terme. Rendez-vous compte, votre gouvernement a dépensé 130 millions de dollars pour essayer de me capturer. Je les ai entraînés en terrain difficile, aride. Ils ont marché parfois 80 km d'une traite, sans eau. Que le soleil et les moustiques, et sont repartis les mains vides. Pancho Villa, 1878-1923. Respect de la loi. En l'an 1527, le roi Henri VIII d'Angleterre décida de répudier son épouse, Catherine d'Aragon. Celle-ci ne lui avait pas donné d'héritier mâle, et Henri VIII pensait savoir pourquoi. Il avait lu dans la Bible le passage « Quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfants. » Lévitique, chapitre 20, verset 21. Avant d'épouser Henri VIII, Catherine avait en effet été mariée au frère aîné de celui-ci, Arthur. Mais Arthur était mort 5 mois après les noces.
Une fois écoulé le délai d'usage, Henri VIII avait épousé la veuve de son frère. Catherine était la fille du roi Ferdinand et de la reine Isabelle d'Espagne. Ce mariage avec Henri VIII perpétuait une alliance majeure. Toutefois, Catherine devait prouver que son bref mariage avec Arthur n'avait pas été consommé. Catherine affirma être restée vierge, et le pape Clément VII put ainsi bénir cette seconde union qui ne pouvait être qualifiée d'incestueuse. Après des années de vie commune avec Henri VIII, Catherine ne lui avait pas donné de fils, et dès le début des années 1520, elle était ménopausée. Pour le roi, cela ne voulait signifier qu'une chose. Elle avait menti quant à sa virginité, leur union était donc incestueuse, et Dieu les avait punis. Henri VIII avait une autre raison de vouloir se débarrasser de Catherine. Il était amoureux de la jeune Anne Boleyn. Non seulement il était amoureux d'elle, mais il pouvait encore espérer, en l'épousant, avoir un héritier légitime. Son mariage avec Catherine devait à tout prix être annulé. Mais pour cela, Henri VIII devait en référer au Vatican. Or, le pape Clément VII ne voudrait jamais annuler ce mariage. Pendant l'été 1527, la rumeur se répandit par toute l'Europe qu'Henri VIII s'apprêtait à tenter l'impossible, annuler son mariage contre la volonté du pape. Catherine refusait obstinément d'abdiquer, et encore plus d'entrer au couvent comme Henri VIII l'en priait. Mais celui-ci avait son plan. Il cessa de partager sa couche avec Catherine, qu'il considérait désormais comme sa belle-sœur, et non sa femme légitime. Il persista à lui donner le titre de « princesse douairière de Galles », en qualité de veuve de son frère Arthur. Finalement, en 1531, il la bannit de la cour et l'exila dans un lointain château. Le pape lui ordonna de la reprendre à la cour sous peine d'excommunication, la pire menace pour un catholique. Non seulement Henri VIII l'ignora, mais il insista pour faire dissoudre son mariage avec Catherine. C'est ainsi qu'en 1533, il épousa Anne Boleyn. Clément VII refusa de reconnaître le mariage, mais Henri VIII n'en avait cure. Lui ne reconnaissait plus l'autorité papale. Il rompit avec l'Église catholique en établissant sur ses terres une Église d'Angleterre dirigée par le roi. La toute nouvelle Église proclama bien évidemment Anne Boleyn, reine légitime d'Angleterre. Le pape proféra les pires menaces contre Henri VIII, mais rien n'y fit. Henri VIII l'ignora tout simplement. Clément VII fulminait. Personne ne l'avait jamais traité avec tant de mépris. Henri VIII l'avait humilié, et il n'avait aucun moyen de l'en punir, même par l'excommunication, dont il l'avait toujours menacé, sans la prononcer. Catherine elle-même souffrit le dédain du roi. Elle tenta de se défendre, mais ses appels tombèrent dans l'oreille d'un sourd, et bientôt ne furent plus entendus par personne. Isolée de la cour, ignorée par le roi, folle de rage et de frustration, Catherine dépérit lentement et finit par mourir en janvier 1536 d'une tumeur cardiaque cancéreuse. Interprétation. Lorsque vous prêtez attention à quelqu'un, vous liez votre sort au sien. Chacun agit en fonction des actions et des réactions de l'autre. Dans ce processus, vous perdez l'initiative. C'est une dynamique interactive. En reconnaissant d'autres personnes, ne serait-ce que pour les combattre, vous vous soumettez à leur influence. Si Henri VIII avait affronté Catherine, il se serait perdu dans d'interminables querelles qui auraient affaibli sa résolution et l'auraient peut-être fait changer d'avis, car Catherine était une femme forte et obstinée. S'il avait tenté de convaincre Clément VII de changer d'avis quant à la validité du mariage, ou essayé de négocier un compromis avec lui, il aurait été battu à plate couture par la tactique favorite de Clément VII. Mettre le temps de son côté, promettre une dérogation, mais aboutir à ce que les papes obtiennent toujours, imposer leur volonté. Henri VIII ne fit ni l'un ni l'autre. Il joua le jeu de pouvoir le plus dévastateur, le dédain total. En ignorant la personne, on l'efface.
Cela la met mal à l'aise, voire en furie, mais puisqu'elle n'a aucun rapport avec vous, il n'y a rien qu'elle puisse faire. C'est là l'aspect offensif de la loi. Vous vous rendez immensément puissant en jouant la carte du mépris, puisque cela vous permet de dicter les conditions du conflit. Vous choisissez les termes du contrat. C'est le summum du pouvoir. Vous êtes le roi et ignorez qui vous offense. Observez comme cette tactique rend les gens fous de rage. Ils s'évertuent à attirer votre attention et lorsque vous les ignorez, il ne leur reste plus que fureur et frustration. L'homme. Frappez-le, il vous pardonnera. Flattez-le, il vous verra ou ne vous verra pas. Mais ignorez-le, et il vous haïra. Idriss Shah. La caravane des rêves. 1968. Les clés du pouvoir. Le désir a des effets paradoxaux. Plus vous désirez une chose, plus vous la poursuivez et plus elle vous échappe. Plus vous témoignez d'intérêt pour tel objet de désir, plus il s'éloigne de vous. C'est que votre intérêt est trop fort. Cela gêne, effraie parfois. Un désir incontrôlable vous rend faible, indigne, pathétique. Il vous faut tourner le dos à ce que vous désirez. Vous montrer méprisant et dédaigneux. Une telle attitude rendra folle votre cible. Elle répondra par son propre désir. Parvenir au moins à vous affecter, voire à vous posséder, ou même à vous blesser. Si elle cherche à vous posséder, vous avez remporté la première étape. Si elle cherche à vous blesser, vous l'avez déstabilisée et fait entrer dans votre jeu de la séduction. Voir les lois 8 et 39 sur la tactique de l'appât. Le mépris est l'apanage du roi. Là où ses yeux se posent, ce qu'il décide de regarder est la réalité. Le reste dont il se détourne n'existe pas. C'était l'arme favorite de Louis XIV. S'il ne vous aimait pas, il se comportait comme si vous n'étiez pas là, conservant sa supériorité en supprimant toute relation. C'est le pouvoir que vous avez en jouant la carte du mépris, en montrant régulièrement à ceux de votre entourage que vous pouvez vous passer d'eux. Si le choix du mépris renforce votre pouvoir, il en découle que l'approche inverse, l'intérêt et l'engagement vous affaiblit. En accordant une attention démesurée à un ennemi insignifiant, vous vous rendez insignifiant. Et plus vous mettrez de temps à dominer un tel ennemi, plus celui-ci gagnera en importance. Lorsque Athènes se lança à la conquête de la Sicile en 415 avant Jésus-Christ, c'était Goliath qui se disposait à massacrer David. Pourtant, en entraînant Athènes dans un conflit prolongé, Syracuse, la principale cité-État de Sicile, grandit en prestige et en assurance. La victoire finale de Syracuse lui valut une gloire séculaire. Plus récemment, le président américain Kennedy répéta la même erreur avec Fidel Castro à Cuba. L'invasion ratée de la baie des Cochons en 1961 fit de Castro un héros international. Second danger. Si vous parvenez à vaincre un ennemi faible, ou même si vous n'arrivez qu'à le blesser, vous attirez la sympathie sur lui. Ainsi, les détracteurs de Franklin D. Roosevelt se plaignaient amèrement de l'argent dépensé par l'administration sur les projets gouvernementaux. Mais leurs attaques ne trouvaient aucun écho dans l'opinion publique. Celle-ci soutenait le président en lutte contre la Grande Dépression. Ses opposants crurent tenir un exemple imparable du gaspillage présidentiel avec l'exemple de son chien Fala, qu'il couvrait de faveurs et de gâteries. Ses détracteurs raillèrent abondamment le président qui dépensait l'argent du contribuable pour un chien, alors que tant d'Américains vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Roosevelt se contenta d'une seule réponse : comment ose-t-il attaquer un animal innocent ? Son discours pour la défense de Fala fut l'un des plus écoutés, et cela ne fit qu'augmenter la popularité du président. Nombreux furent ceux qui se rallièrent à la défense du pauvre chien, comme l'opinion publique avait fini par se rallier à Pancho Villa. Il est tentant d'essayer de réparer ses erreurs, mais plus on s'y acharne,
plus on les aggrave. Il est souvent plus diplomate de faire comme si de rien n'était. En 1971, le New York Times publia Les papiers du Pentagone, une liasse de documents gouvernementaux sur la présence américaine en Indochine. Henry Kissinger entra dans une rage folle. Furieux de constater la vulnérabilité de l'administration Nixon à ce genre d'attaque, il fit des recommandations qui conduisirent à la formation d'un groupe appelé les plombiers, censé boucher la fuite, la même unité qui, plus tard, força les bureaux du Parti démocrate à l'hôtel Watergate et amena la chute de Nixon. En réalité, la publication des papiers du Pentagone ne représentait pas une menace sérieuse pour l'administration. Ce fut la réaction de Kissinger qui la monta en épingle. En essayant de régler un problème, il en créa un autre. Une paranoïa sécuritaire finalement beaucoup plus destructive pour le gouvernement. S'il avait feint d'ignorer l'affaire, le scandale serait probablement mort dans l'œuf. Au lieu de se polariser sur un problème au risque de le diffuser et de le monter en épingle, au lieu de trahir l'angoisse qu'il suscite, il est souvent sage de jouer l'aristocrate méprisant, d'ignorer son existence. Il y a divers moyens de mettre en œuvre cette stratégie. Il y a d'abord l'approche « les raisins sont trop verts ». Si l'objet de vos désirs est hors de votre portée, la pire chose est de clamer votre déception et de vous plaindre. Faites plutôt comme s'il ne vous avait jamais intéressé. Lorsque les admirateurs de George Sand voulurent faire d'elle la première femme membre de l'Académie française, en 1861, elle s'aperçut rapidement qu'elle n'avait aucune chance. Loin de geindre, elle afficha le plus profond dédain pour ce groupe de vieux réactionnaires bavards, prétentieux et asociaux. C'était la réponse parfaite. Si elle s'était vexée, elle aurait prouvé combien cela avait d'importance à ses yeux. La tactique des raisins trop verts est parfois considérée comme un aveu de faiblesse. C'est en réalité la tactique des forts. Lorsque vous subissez l'attaque d'un adversaire qui vous est inférieur, désamorcez la tension qu'elle pourrait susciter en faisant clairement comprendre que vous ne l'avez même pas remarqué. Regardez ailleurs, ou répondez gentiment pour montrer à quel point cela vous importe peu. De même, lorsque vous avez vous-même commis une bourde, la meilleure façon de vous en tirer est de minimiser votre erreur en la traitant avec légèreté. L'empereur japonais Go-Sein, grand adepte de la cérémonie du thé, possédait un bol à thé antique, inestimable, que toute la cour lui enviait. Un jour, un invité, Dainagon Tsunehiro, demanda s'il pouvait porter le bol de thé à la lumière pour mieux l'examiner. Le bol quittait rarement la table, mais l'empereur était dans de bonnes dispositions et accepta. Dainagon prit le bol, l'emporta sous la véranda et l'éleva pour l'observer à la lumière. Le bol lui glissa des mains, tomba sur les pierres du jardin et se brisa en menus morceaux. L'empereur était hors de lui. « C'était bien maladroit de ma part de laisser échapper ce bol à thé hideux, » dit Dainagon en s'inclinant. « Mais au fond, il n'y a pas grand mal. Il était très vieux et nul ne peut dire combien de temps il aurait duré. De toute façon, ce n'est pas un objet à usage public, donc je pense préférable qu'il se soit brisé ainsi. » Cette surprenante réponse produisit un effet immédiat. L'empereur se calma. Dainagon ne se répandit pas en excuses, il ne fondit pas en larmes, mais affirma sa propre valeur et son pouvoir en traitant sa bêtise avec un léger dédain. L'empereur était obligé de réagir avec la même indifférence aristocratique. Sa colère l'aurait fait paraître bête et avare, une image que Dainagon aurait pu manipuler. Attention, cette tactique peut se retourner contre vous. Votre indifférence peut vous faire paraître dur. Mais si vous ne vous appesantissez pas sur votre erreur, cela peut avoir beaucoup d'effets. Votre interlocuteur évite une colère, vous lui faites économiser le temps et l'énergie qu'il gaspillerait en se lamentant, et vous lui donnez l'opportunité de montrer en public sa magnificence. Si l'on se répand en excuses ou que l'on nie sa culpabilité, on ne fait qu'aggraver la situation.
il est souvent plus sage de jouer la carte inverse. Pierre l'Arétin se vantait souvent de son lignage aristocratique. C'était pure fiction puisqu'il était fils de cordonnier. Lorsqu'un de ses ennemis révéla finalement l'embarrassante vérité, le mot s'en répandit, et bientôt le tout Venise, où il vivait à l'époque, fut au courant de ses mensonges. S'il avait tenté de se défendre, il se serait enfoncé. Sa réponse fut remarquable. Il annonça qu'il était effectivement fils de cordonnier, mais que cela ne faisait que le rendre plus grand, puisqu'il avait réussi à gravir toute l'échelle sociale, des plus bas échelons jusqu'au pinacle. Il renonça même dès lors à son mensonge pour se vanter de sa nouvelle généalogie. Souvenez-vous, les réponses les plus efficaces aux chicaneries sans importance sont le mépris et le dédain. Ne laissez jamais transparaître de la contrariété, cela ne fait que reconnaître l'offense. Le mépris est un plat qui se mange froid, et sans affectation, bien sûr. Image, l'égratignure. Elle est minuscule, mais elle vous irrite. Vous essayez toutes sortes de traitements, vous vous plaignez, vous vous grattez, vous arrachez la croûte. Avec les médecins, la plaie se creuse, suppure, refuse de guérir. Si seulement vous n'y aviez pas touché, laissant le temps refermer la cicatrice. Autorité, savoir jouer de mépris. Le mépris est aussi la plus politique vengeance. Bien des gens n'eussent jamais été connus si d'excellents adversaires n'eussent pas fait état d'eux. Il n'y a point de plus haute vengeance que l'oubli, car c'est ensevelir ces gens-là dans la poussière de leur néant. Balthasar Gracian, 1601-1658, l'homme de cour. Traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario, la carte du mépris doit être jouée avec beaucoup de soin et de tact. La plupart des petits ennuis s'effaceront d'eux-mêmes si vous cessez de leur prêter attention. Certains, en revanche, empireront si vous ne les réglez pas. Supposons que vous traitiez par le mépris un obscur individu et qu'il devienne au fil du temps un rival sérieux. Il n'aura de cesse qu'il ne se venge. Les grands princes italiens de la Renaissance choisirent d'ignorer César Borgia, au début de sa carrière de jeune général dans l'armée de son père, le pape Alexandre VI. Le temps qu'ils comprennent, il était trop tard. L'enfant devenu lion dévorait l'Italie bouchée après bouchée. Souvent, il vous faudra donc afficher publiquement votre mépris, mais restez vigilant. Suivez de l'œil votre adversaire. Assurez-vous qu'il ne se rapproche pas trop. Ne laissez pas se multiplier une cellule cancéreuse. Développez votre capacité à anticiper les problèmes tant qu'ils sont mineurs et apprenez à les régler avant qu'il ne soit trop tard. Sachez distinguer les questions potentiellement catastrophiques des détails agaçants qui disparaîtront d'eux-mêmes. Dans les deux cas, toutefois, gardez les yeux ouverts. Tant que le problème existe, il peut grandir et finir par vous pourrir la vie.